Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se lance dans une exploration, oui, une question fondamentale en fait. Comment et pourquoi la place de l'Europe dans le monde a-t-elle évolué? Mhm. On va s'appuyer sur une analyse assez parlante intitulée L'Europe, apogée et déclin d'une puissance mondiale. Oui, une analyse intéressante. Voilà, notre objectif, c'est de comprendre un peu les ressorts de cette transformation. Vous voyez, de l'époque où l'Europe, se considérait un peu comme le centre du monde, Clairement, à sa position actuelle qui est bien différente. Allez, on décortique ça. Commençons par l'apogée, justement. L'analyse situe cette période, disons, faste, du 15e au début du 20e siècle. c'est ça, une très longue période. L'Europe dominait, ça, c'est un fait établi. Mais le document insiste bien sur le socle de cette puissance. D'un côté, la colonisation, Massive. Ah oui, les empires britanniques, français, espagnols, portugais, ils contrôlaient une part énorme du globe. C'était colossal. colossale, oui. Et de l'autre côté, il y avait cette avance scientifique et industrielle. La technologie, la médecine, la production, elles semblaient insurmontables à l'époque. Mhm. Et l'influence qui allait avec. Politique, militaire, mais aussi culturelle. Exactement. Exportation des modèles d'État-nation, la démocratie, le capitalisme, même les langues, les arts. L'analyse la décrit vraiment comme la plaque tournante globale, quoi. Militaire, économique, culturelle, scientifique. Et puis arrive le tournant, le grand basculement. L'analyse le situe clairement après 1945. Oui, Et la cause majeure identifiée, c'est la décolonisation. Ce mouvement puissant entre 1945 et, disons, 1975 en gros, en Afrique, en Asie. partout. Les peuples reprennent leur indépendance et ça met fin, mécaniquement, à la domination politique directe de l'Europe. Ce qui est fascinant, et l'étude le souligne bien, c'est La rapidité. la rapidité du changement, oui. Presque une soudaineté pour un changement structurel aussi profond. Exactement. Cet ordre mondial hérité de siècles d'histoire qui s'effondre en quelques décennies. Et pendant ce temps, logiquement, ce repli européen, il coïncide avec l'affirmation d'autres centres de pouvoir. Voilà, Les États-Unis, bien sûr. Ils prennent le leadership mondial après la guerre, ça c'est clair. le plan de Marshall, l'OTAN, Oui, puis, plus récemment, la montée en puissance spectaculaire de la Chine, surtout depuis les années 2000, deuxième, voire première puissance économique selon les critères. incontournable. Mais l'analyse ne s'arrête pas là et c'est important. Non, elle pointe aussi d'autres pôles. Oui, l'émergence de puissances régionales fortes. On pense à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud, le noyau initial des BRICS, ce groupe qui d'ailleurs s'est élargi. C'est vrai. Et puis on voit apparaître de nouvelles puissances nucléaires, militaires, technologiques, l'Asie en général qui devient le nouveau cœur de la croissance mondiale, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Vietnam. Et la conséquence de tout ça, c'est là que ça devient, comme dit l'analyse, vraiment intéressant. Le monde devient multipolaire. C'est fini le temps où tout tournait autour d'un ou deux centres. Précisément, c'est ça le grand changement structurel. Et cette multipolarité, elle arrive au moment où l'Europe, elle, fait face à ses propres défis internes. L'analyse en liste plusieurs. Qui accentue ce déclin relatif, il faut préciser. Relatif, oui, tout à fait. Alors, il y a le vieillissement démographique qui pèse, forcément. Il y a les dépendances. Énergétique, industriel, On l'a vu récemment, ça. ça le rend vulnérable. Son poids économique mondial, sa part dans le PIB mondial diminue, tendanciellement, même si elle reste très importante. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier les divisions internes. Le Brexit, c'est l'exemple le plus frappant, mais plus largement, la montée des nationalismes, les difficultés à avoir une vraie unité politique au sein de l'UE. Des difficultés récurrentes. Oui. Et l'analyse souligne que tout ça, ces fragilités internes, ça limite la capacité de l'Europe à peser réellement dans ce nouvel environnement international, qui est beaucoup plus compétitif qu'avant. Alors, justement, quelle place pour l'Europe aujourd'hui? L'analyse le rappelle bien. L'Union européenne reste une puissance économique majeure. La troisième mondiale, c'est pas rien. Non, c'est considérable. Mais c'est là toute la question. Ce poids économique, est-ce qu'il se traduit encore en influence mondiale? L'étude est assez directe là-dessus. C'est-à-dire? Elle dit que l'Europe ne dicte plus l'ordre mondial. Elle n'est plus écoutée comme avant, disons. Elle doit s'adapter. S'adapter comment? Alors, selon le document, ça passe par plusieurs choses. Renforcer la coopération internationale, évidemment. Investir massivement dans l'innovation, la transition écologique, c'est crucial. Et puis, chercher ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Ah oui, ce terme qui revient beaucoup, oui. En gros, réduire ses dépendances dans les secteurs clés.
Énergie, technologie, défense. Pour pouvoir agir plus librement. En somme, l'analyse suggère qu'il faut passer d'une logique de domination, qui est de toute façon révolue, Hmm. à une logique de partenariat, d'influence négociée. C'est un changement de posture fondamental. Donc, pour conclure, ce travail confirme bien cette idée. L'ère de la centralité européenne, c'est terminé. C'est acté. Voilà. On est dans un monde multipolaire assumé. Plusieurs centres de décision, États-Unis, Chine, les BRICS élargis, d'autres acteurs importants. Pour l'Europe, la stratégie, ce n'est plus de viser une hégémonie dépassée. C'est d'apprendre à composer. Composer intelligemment avec les autres. Exactement. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une question que soulève cette analyse et qui est peut-être la plus stimulante pour l'avenir. Dans ce monde multipolaire, où il faut composer, Mm-mm. au-delà de simplement trouver sa place, quelle pourrait être la nouvelle signature de l'Europe, sa contribution vraiment unique au XXIe siècle? Une influence qui ne viendrait plus de la puissance d'hier, mais peut-être d'atouts différents, qu'il reste peut-être encore à inventer. C'est une excellente question. Voilà, une piste de réflexion, je crois, essentielle pour penser l'avenir européen.